Merci à tous d'être là. Juste une petite explication sur la configuration de l'exposition. C'est une exposition collective, qui s'appelle Pêle-mêle ce qu'on aime. L'abbaye a coutume de faire une grande exposition tous les étés, parfois des monographies, parfois des expositions collectives, c'est le cas cette année. Tout le bas de l'étage est consacré aux acquisitions de l'année de l'abbaye. D'ailleurs, c'est très touchant parce qu'il y a une salle consacrée à un peintre que Marion adorait, qui s'appelle Eugène Leroy, que vous verrez certainement, et qu'on retrouve au cours de l'exposition. Alors, en même temps, lorsque Marion est décédée en juillet 2019, l'abbaye a voulu absolument lui rendre hommage. C'est une artiste qu'elle connaissait bien. Ils avaient même en intention de l'exposer un jour. Et donc, ils m'ont proposé cette exposition. C'est une exposition chronologique, en fait, une sorte de petite rétrospective, ou même carrément une rétrospective, on peut le dire. Et donc là, nous allons procéder de manière chronologique. On va commencer quand même par un tableau de 2015. Je vais vous expliquer pourquoi on commence par ça. Alors, à l'intérieur de ce groupe, il y a des gens qui ont très bien connu Marion, d'autres qui la découvrent. Je prie de m'excuser auprès des premiers de parler sur un ton peut-être un peu objectif de quelqu'un qui leur est très cher, mais c'est un peu la loi du genre. Alors, quelques mots d'abord sur Marion Hellman Benedlam, la présence des deux noms. Marion Hellman, c'est le nom d'état civil de l'artiste, et elle a œuvré pendant la moitié de sa carrière sous ce nom. Benedlam, en fait, c'est ce personnage que vous voyez ici, qui est donc chauve, avec un costume en noir et blanc. C'est quelqu'un qui apparaît dans le monde de Marion vers 2003-2004. Il a commencé par être un nom. Il s'est réveillé un matin avec le nom de Leonard Lamb. C'était quelqu'un qui connaissait bien l'anglais, qui avait vécu un an en Angleterre adolescente. Et elle a tout de suite été séduite par cette présence de l'agneau dans le mot lamb, qui veut dire agneau en anglais. D'ailleurs, quelqu'un lui a signalé après qu'il y avait aussi un animal embusqué dans le prénom, parce que dans Léonard, il y a le Léo, latin, qui veut dire lion. Ce qui est intéressant parce que ce nom qui couple des contraires colle très bien à une œuvre qui est sans cesse en train de nouer des choses très opposées. La beauté, la violence, la grâce et la terreur. Donc, en tout cas, c'était d'abord un nom. C'est devenu un personnage. Moi, je me souviens très bien des tout premiers dessins que Marion a fait de Leonard Lamb. Le personnage avait des petites boucles, un peu comme un agneau. Mais très vite, Leonard Lamb a perdu ses cheveux. C'est aussi une période où Marion était hantée par le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la destruction des Juifs par les nazis. Et donc elle y a vu une sorte de personnage des camps. Cela dit, Leonard Lamb, c'est un peu tout le monde. Vous allez voir, il y a des tableaux où c'est Jean-Sébastien Bach. À d'autres moments, c'est clairement une projection d'elle-même. C'est aussi une sorte de représentation de l'humain, en général. Donc c'est quelqu'un, une sorte d'être polymorphe. En 2009, Marion décide d'adopter le nom de Leonard Lamb comme son nom d'artiste. Alors, ça arrive que des artistes inventent une persona. Ils inventent un personnage, ils endossent ce personnage, ils incarnent ce personnage, souvent avec un déguisement, etc. Ce n'était pas du tout le cas de Marion. Comme je l'ai dit, le personnage naît longtemps en amont, et j'y vois plutôt, et d'ailleurs ça ne s'est pas matérialisé par un changement stylistique, par exemple dans son travail. Donc moi j'y vois beaucoup plus une sorte de disparition dans son travail. Elle avait envie de s'effacer complètement derrière la prolifération de ses propres tableaux. Voilà. Donc, nous avons choisi de commencer par ce tableau de 2015 à cause de la place centrale qu'occupe Leonard Lamb. Aussi parce que donc, on voit flotter ici dans quelque chose qui pourrait être de l'eau ou le ciel. Et aussi parce qu'il y a une autre source d'influence ou de nourriture de Marion, une sorte d'aliment, qui est la Russie. Marion s'est intéressée à beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, elle avait un rapport assez étroit avec la culture anglaise, notamment avec un poète et graveur anglais
dont je vous parlerai un peu plus loin, qui a été très très important, qu'elle a découvert à 17 ans, c'est William Blake, un artiste très connu en Angleterre, mais beaucoup moins en France. Le judaïsme est quelque chose qui a été très important pour Marion, même si Marion n'était pas juive elle-même, mais je vous expliquerai comment ça s'est noué. La Russie aussi. Marion commençait toutes ses journées par 1 heure de russe, avant de se mettre à peindre. Et donc elle avait une bonne maîtrise de la langue russe, elle est allée assez souvent en Russie, elle aimait la littérature russe, la peinture russe, et également l'architecture orthodoxe, qu'elle montre ici flottant, un peu à la manière des personnages de Chagall, qui était une source d'influence durant l'adolescence de Marion. Très souvent, l'image chez Marion, c'est un endroit où les choses se mettent à flotter, à entrer en lévitation. Sa mère me disait d'ailleurs que dès l'âge de 5 ans, elle était aimantée par tout ce qui brillait, tout ce qui était l'or, même l'or en toc. Donc ici, on voit ces églises orthodoxes. La religion orthodoxe aussi l'a beaucoup intéressée, comme la religion juive. Je pense que c'est aussi un peu en réaction à ce qu'elle voyait comme une sorte d'austérité des temples protestants, parce qu'elle-même était protestante. Au contraire, les religions orthodoxes, la religion juive sont des religions où la spiritualité trouve une incarnation concrète dans le quotidien, dans la splendeur, le faste des rituels. C'était des choses qui l'intéressaient beaucoup. Je pense de toute façon qu'elle était attirée par la forme en bulbe des églises orthodoxes. Elle aimait ce qui était rond. Elle a écrit un jour « La courbe console de l'immensité ». Il y a cette idée que ces formes rondes sont comme des protections pour l'homme face à ce qu'il dépasse. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui court tout au long de l'œuvre de Marion, c'est ce sentiment de l'immense. Vous allez voir que c'est une œuvre vraiment centrée sur la figure humaine, et néanmoins, c'est toujours l'humain saisi dans son rapport, dans sa tension avec ce qu'il excède, avec ce qui à la fois l'enveloppe et le dépasse. Parfois avec un sentiment de protection, parfois au contraire avec un sentiment de tension. Voilà. Donc nous allons procéder chronologiquement. La visite dure, je dis 1 heure, mais en fait c'est généralement 1h30. Sentez-vous libre de partir si vous avez un autre programme, ça ne me dérange pas du tout. N'hésitez pas aussi à m'interrompre si vous avez des questions. De toute façon, je vais faire ça un peu au pas de course, vous allez voir, parce que vous verrez que les tableaux de Marion sont fourmis de détails et, en un sens, appellent plutôt une lecture lente. Moi, je suis obligé, il y a une centaine d'œuvres, d'aller assez vite. Voilà. Donc, nous allons procéder, comme je l'ai dit, chronologiquement et commencer par un des tout premiers tableaux de Marion. Marion a toujours aimé les courbes, et on le voit vraiment dans ce tableau-ci. Il y a des motifs, par exemple, concentriques ici, que nous allons retrouver tout au long de sa carrière et jusqu'à ses derniers tableaux. Alors ça, c'est un tableau qu'elle a fait lorsqu'elle avait à peu près 22 ans, à Paris. Je pense que c'est de l'huile, avec peut-être de l'acrylique et certainement du pastel. C'est un tableau que j'ai retrouvé plié en 16 dans une armoire et que j'ai donc fait maroufler. Maroufler, c'est encoller sur une surface dure, généralement du bois ou, comme c'est le cas ici, de la toile. Quelques mots sur la biographie mentale de Marion. Elle commence à peindre dans les années fin des années 80, début des années 90. Les années 80, c'est une période où la peinture retrouve un droit de cité dans le milieu de l'art, après la période conceptuelle et minimaliste. Il y a des grandes stars de l'époque que vous connaissez certainement, comme Basquiat. Il y a aussi plein de peintres allemands qui commencent à être célèbres. Marion s'est toujours beaucoup nourrie à une tradition qu'on peut appeler très vaguement expressionniste. Je vous ai déjà parlé de Chagall, qui était quelqu'un de très important pour elle. Elle aimait beaucoup aussi Rouault, le peintre français Rouault. Ce sont des peintres déjà anciens. Il y a aussi un peintre, alors plutôt de cette époque-là, autrichien, comme Hundertwasser, dont les formes très en rond, quelqu'un qui est un peu dans le prolongement de Klimt, qu'on retrouve un peu ici. Marion s'est beaucoup inspirée aussi de l'art brut. Elle avait une sorte
de fascination pour tous les artistes bruts. Et également un peintre belge que vous connaissez peut-être qui s'appelle James Ensor. Ensor, c'est un magnifique coloriste, fin 19e, début 20e, qui a fait beaucoup de nature morte flamboyante, des scènes de genre, des paysages, etc. Mais qui a aussi tout un pan de son œuvre où il représente beaucoup de masques. Il imagine des sortes de danses macabres, des scènes avec toujours un humour un peu grinçant. Et on retrouve vraiment quelque chose d'Ensor dans les coloris ici, ces alliances de rose, d'orange, un peu strident. C'est un tableau qui a l'air abstrait, mais qui en fait pullule de personnages. Vous voyez ici une sorte de monstre. Là, vous avez aussi une silhouette avec une sorte de longues jambes. Ici, vous voyez une tête un peu caricaturale, un peu balafrée. C'est peut-être son corps ici, avec le bras tendu, mais ce corps devient en fait l'ombre qui entoure un autre personnage ici, avec une sorte de tête conique. Ici, vous avez même de manière très explicite un pied qui est représenté. Donc, et ça, c'est une constante, comme je l'ai dit, dans le travail de Marion. Marion invente des figures, invente des personnages, invente des ébauches d'histoire. Souvent de manière un peu caricaturale, il y a une espèce d'allégresse qui est en même temps une allégresse presque violente. Il y a quelque chose d'excessif. D'ailleurs, elle-même disait que l'exagération, pour elle, était une sorte de méthode. Elle disait l'exagération pour créer sa propre exactitude. Marion aussi a fait beaucoup de danse classique lorsqu'elle était jeune, et on retrouve ce sens de l'expression totale. Chez elle, quand un personnage est expressif, tout son corps est expressif. Au point où parfois, vous allez le voir un peu plus loin, ces corps ressemblent à des lettres de l'alphabet. Ils signifient par l'entièreté de la physionomie. Voilà. Vous allez voir, nous allons passer maintenant dans des salles qui sont très très différentes de ce style-là, et vous allez voir comment le côté narratif des œuvres de Marion va progressivement prendre le pas et de se clarifier. Alors, l'exposition est faite de petites alcôves, donc on va passer sur les petites salles à gauche. Ensuite, nous reviendrons par le couloir et nous finirons dans la grande salle où il y a les dernières œuvres de Marion. Quelques petites informations biographiques. D'abord, j'ai oublié de me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais le compagnon de Marion. Nous nous sommes rencontrés quand elle avait 17 ans, et moi aussi, et donc et nous avons passé 30 ans ensemble. Lorsqu'on s'est installé ensemble, j'ai fait mon service militaire en Australie. Donc, tous les tableaux que vous voyez ici, c'est une période de voyage. Nous partons 2 ans en Australie, j'étais professeur là-bas. Ensuite, Marion va avoir une bourse de peinture en Espagne, à la Casa Velázquez, et donc elle va passer encore 2 années en Espagne. Le tableau que nous avons vu, le grand tableau, est contemporain aussi de ces 3 petits tableaux ici. Donc vous voyez que même en noir et blanc, comment le monde turbulent, un peu tumultueux de Marion se met en place. Où il y a un peu une indistinction entre le fond et la figure, où il y a un emmêlement de monstres, quelque chose de très agité. Mais très vite, comme vous pouvez le voir dans les tableaux derrière vous, les personnages de Marion vont se détacher du fond. Et une structure beaucoup plus narrative va se mettre en place. Alors, oui, Marion, comme son nom l'indique, elle-même, est en fait alsacienne d'origine, sa famille était alsacienne, c'est donc une famille protestante. Alors c'est assez important ça parce que dans le protestantisme, dans la culture protestante, on encourage beaucoup la lecture de la Bible. Or l'Ancien Testament, spécifiquement, va devenir très important pour Marion. Je dis l'Ancien Testament plutôt que le Nouveau parce que Marion était aussi un peu en lutte contre son milieu d'origine, et elle va rejeter assez vite, en tout cas, une pratique chrétienne. Mais l'Ancien Testament va devenir très très important. Ça va être vraiment son vivier d'images, son vivier d'histoire, son vivier de personnages et de présence même. D'ailleurs, le Dieu de l'Ancien Testament avait beaucoup plus d'affinité avec le monde de Marion
que le Dieu d'amour du Nouveau Testament. Le Dieu de Marion, c'est clairement un Dieu de rigueur, un Dieu colérique, un Dieu de justice aussi. Voilà. Cela étant dit, Marion est née en Bretagne et s'est sentie toute sa vie bretonne. Et vous allez voir que la mer est vraiment une sorte d'élément thématique récurrent dans son travail, y compris le poisson. Alors, Marion avait adoré les animaux, elle a tout un bestiaire, il y a l'hermine, le mouton, l'agneau, on en a déjà parlé, et le poisson joue aussi un rôle là-dedans. Alors, on peut même dire que l'eau a fourni à Marion une sorte de métaphore en fait de la vie. C'est-à-dire que pour elle disait qu'il était important de perdre pied, qu'on ne pouvait pas commencer à comprendre et à vivre correctement si on perdait un pied. Et perdre pied, c'est-à-dire oser nager dans l'élément qui nous enveloppe. Et donc l'eau et le rapport de l'humain à l'eau était vraiment comme une image de la vie. Et de ce rapport dont je vous parlais déjà entre l'homme et ce qui le dépasse complètement. On peut le voir d'ailleurs dans ce tableau qui s'appelle Le Nageur, où Marion donc a montré ce nageur isolé. Vous voyez que le traitement de l'eau, très ornemental, lui donne l'aspect d'un élément un peu turbulent, avec sa vie propre. On remarque aussi des petits personnages, je ne sais pas si vous les voyez. C'est difficile de savoir qui sont ces personnages. Est-ce que ce sont des noyés? Est-ce que ce sont des sortes d'anges, un peu comme chez Chagall? Jean-Claude Vollot, qui est donc le propriétaire de l'abbaye, avait une très belle interprétation, je trouve. Il m'a dit, en fait, ces gens-là, d'après lui, ce sont des gens qui sont à l'aise dans l'élément liquide. Ils sont à l'aise, ils nagent gracieusement. Alors que lui, le nageur sur lequel Marion a voulu concentrer son attention, c'est au contraire quelqu'un qui se sent isolé par rapport à ce qui l'entoure. Il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Vous voyez que dans un tableau comme ça, Marion, et ça c'est une constante aussi dans son travail, donne vraiment le sentiment d'un infini qui part de tous les côtés, comme si l'image était juste un petit fragment pris dans l'immense. Parfois, au contraire, comme ici, on a des tableaux qui sont très structurés, avec une architecture, là aussi, assez ornementale. On peut penser à des tapis, à des céramiques, de sorte de céramique. Souvent, on me demande si Marion s'intéressait beaucoup à l'Orient et à l'art oriental. Alors, c'est vrai que vous avez remarqué que par rapport au premier tableau que nous avons vu, les tableaux de cette période-ci montrent un trait beaucoup plus patient, beaucoup plus ferme. L'image, en un sens, devient beaucoup plus plate. Et cette platitude était très importante pour Marion. C'était quelque chose à quoi elle aspirait. Et on peut le mettre en rapport avec, par exemple, l'art égyptien, qu'elle aimait beaucoup, l'art mésopotamien aussi. Mais néanmoins, sa vraie source d'inspiration, bizarrement, c'était l'art roman. L'art roman, donc l'art médiéval. Voilà. Alors, peut-être que l'œuvre maîtresse de cette période, c'est ce tableau qui s'appelle Le Songe du Roi. Alors, c'est un tableau qui, très souvent, reste dans la tête des gens comme l'arbre de vie. Les gens l'appellent l'arbre de vie. Mais curieusement, ce n'est pas tout à fait un arbre de vie. Je vous l'ai dit, Marion lisait de très près l'Ancien Testament, et ce tableau est en relation directe avec un texte du livre de Daniel, dans lequel le roi Nabuchodonosor, le tyran qui règne sur Babylone, rêve d'un arbre gigantesque. Il voit cet arbre dont les branches s'étendent jusqu'aux confins de l'univers et qui porte toute la nourriture des hommes. Et dans ce rêve, quelques temps après, l'arbre se voit coupé ici, réduit vraiment à l'état de souche, humilié au sens littéral. Il est très troublé par ce rêve, il pose des questions autour de lui, et c'est en fait le prophète Daniel qui va lui expliquer que cet arbre, c'est l'arbre de son pouvoir, parce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a une puissance au-delà de la puissance humaine. Alors je ne sais pas honnêtement si Marion avait en vue ce sens-là. Il est très possible que c'est juste l'image de l'arbre gigantesque, l'arbre cosmique, parce que c'est une période où
il y a une sorte de côté cosmologique dans toutes ces peintures. C'est peut-être simplement cette image-là qui a frappé Marion et qu'elle a voulu reproduire. Je constate quand même qu'elle lui a donné des teintes très curieuses, des teintes bleues, presque un peu mortifères, comme une sorte d'ombre dans un tableau qui est relativement chaud, à cause de l'or qui l'entoure, et à cause des teintes plutôt rouges, plutôt orangées, qui l'entourent ou vertes. Alors, cet arbre, donc logé comme dans une sorte d'œuf, est entouré de 3 pelures, on peut dire. Le premier, la première, c'est le règne humain, le règne des hommes, il y a plein d'hommes. Ensuite, on a le règne animal, il y a beaucoup de renards, qui sont aussi des animaux fétiches chez Marion. Vous verrez dans la dernière salle notamment. Et puis, le règne végétal. C'est aussi une période où, comme vous avez vu, Marion cesse de peindre à l'huile et elle adopte l'aquarelle. Une aquarelle particulière, une aquarelle avec très peu d'eau, ce qui donne ce chromatisme très saturé, ce sont des couleurs très 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 vives. Autre chose, c'est aussi une période où Marion décide de peindre allongé. Alors à l'époque, nous vivions dans une petite pièce, donc le soir, Marion redressait son tableau, notamment pour le regarder et programmer un petit peu le travail du lendemain. Mais le matin, elle le posait par terre, comme ça, devant elle, et puis elle s'était construit une sorte de petit radeau, avec une couette. Elle avait aussi un sac de couchage, quand il faisait froid, et elle s'allongeait vraiment sur l'image. Donc, ça veut dire qu'elle peignait très 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 près. Elle avait autour d'elle ses instruments de peinture, souvent de la musique, parce qu'elle a toujours écouté en musique, et la musique aussi, c'est une vraie source d'inspiration, vous le verrez. Mais elle ne pouvait pas, si vous voulez, elle n'avait pas la liberté du peintre du 19e qu'on se représente en train de reculer, de regarder, de placer sa composition. Marion avait une composition générale dans la tête, parfois vaguement esquissée, mais sinon elle avait un travail complètement microscopique par rapport à l'image. Elle était vraiment très 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 près du papier. Ce qui veut dire aussi qu'un peu comme les fresquistes de la Renaissance, elle ne pouvait traiter qu'une partie à la fois par jour. Donc elle faisait par exemple ça par jour, et ensuite le lendemain ça, etc. Et elle avançait de cette manière. Alors pour elle, peindre c'était improviser, c'était imaginer des personnages, imaginer des petites scènes. Nous allons passer, alors comme nous sommes assez nombreux, on va passer très très rapidement dans la pièce suivante. Avant de partir, je voudrais juste vous indiquer, vous montrer les sculptures que faisait Marion à cette époque. Juste pour dire une chose, mais qui est tout à fait fondamentale, c'est que d'emblée, ces sculptures étaient des marionnettes. C'est très important parce que ça montre à quel point son imagination se projetait dès cette époque-là dans le monde du spectacle. Et d'une certaine manière, ces images sont des spectacles en puissance. Et d'ailleurs, au cours de sa vie, elle va toucher au cinéma et ensuite au théâtre. Voilà. Est-ce que vous avez Bien sûr, oui, pas aucun problème. Merci. Oui, comme je vous l'ai dit, je vais un peu au pas de course, mais n'hésitez pas à revenir. En plus, je ne porte pas de masque, donc je ne vais pas rester trop longtemps. Juste pour vous dire quelques mots de ce tableau-ci, il est intéressant juste pour la compréhension de l'évolution de Marion, parce qu'il est intermédiaire entre le tout premier tableau que nous avons vu et le Songe du roi que je viens de commenter, l'image de l'arbre. Il est intéressant parce qu'on voit vraiment clairement, alors d'abord vous voyez à quel point il est intermédiaire, c'est-à-dire que c'est encore le monde un peu turbulent, tumultueux des débuts, et en même temps, d'abord il y a le passage à l'aquarelle, et les choses se mettent en place, il y a une structure générale, notamment par ces sortes de lignes qui apparaissent, qui sont un peu comme des lignes d'écriture. Et il y a un rapport très fort, je vous ai parlé du spectacle, entre l'image et le spectacle, mais il y a aussi un rapport très fort entre l'image et l'écriture. D'ailleurs, Marion commençait très souvent ses tableaux en haut, à droite, comme une lettre. Et elle écrit en fait son image, en inventant des histoires. Là, en plus, on voit très clairement comment elle a commencé par un format raisin, ici. Vous voyez la ligne. Et puis, elle a eu l'envie en fait, de continuer, emportée par son mouvement. Et donc, il y a une deuxième feuille, et puis une troisième, et c'est devenu, par accrétion, par avancée, c'est devenu un grand format.
Ça aussi, ça en dit long sur la manière de procéder de Marion, qui était toujours par accumulation, et peindre pour elle, en quelque sorte, c'était inventer des histoires et avancer comme ça. Donc, si vous avez l'occasion de revenir dessus, vous verrez que c'est un monde où il y a déjà, par exemple, cet intérêt pour les coupoles, pour l'architecture russe, pour les formes en bulbe qui rappellent Hundertwasser. Voilà. Nous allons continuer. Ici, nous sommes en Bretagne. Marion donc a fini son temps en Espagne et elle va revenir en Bretagne, c'est-à-dire elle va se rapprocher de la famille. Et vous allez voir que la famille devient quelque chose d'assez important dans le travail de Marion. C'est une période un peu de remise à zéro, une période beaucoup plus expérimentale que la période précédente, qui est une période beaucoup plus d'achèvement. Ici, au contraire, elle remet les choses en jeu. Vous voyez d'ailleurs qu'elle recommence une peinture à l'huile assez matiériste, par exemple ce bateau. De façon générale, on sent qu'il y a une envie d'alourdir ces images. On le voit ici dans ces bas-reliefs, par exemple. Elle a même mis des cailloux, elle fait sortir en fait ces personnages de l'image. Un peu comme si elle avait envie de synthétiser les marionnettes qu'elle produisait un petit peu avant et ces images. On sent aussi cette envie du personnage de sortir du cadre. Là aussi, il y a comme un appel vers le spectacle. Alors, ce sont des bas-reliefs consacrés à la descendance d'Abraham. Donc vous voyez à quel point, là encore, l'humus de l'Ancien Testament est nourricier pour son œuvre. Et aussi à quel point le thème de la famille la travaille déjà d'une manière un peu indirecte. Qu'est-ce qu'on observe aussi? C'est l'irruption du langage dans les images. Et ça aussi, ça va devenir un trait récurrent pendant quelques années. Les mots sont intégrés dans l'œuvre. Alors ici, c'est le texte biblique, mais un peu plus loin, vous verrez qu'elle écrivait ses propres textes. Là aussi, vous voyez comment ces images sont comme des sortes d'enluminures ou d'illustrations d'un texte. Mais un texte mental, un texte qui vient de toute la culture qui était la sienne. Elle lisait beaucoup, pas seulement l'Ancien Testament, elle lisait beaucoup de romans, les romans russes, les romans allemands. Elle avait une culture très ample. On retrouve le langage aussi dans cette œuvre très curieuse. Alors, à Brest, Marion s'est beaucoup intéressée à toutes sortes de spectacles. Il y avait une très bonne programmation au Quartz de Brest, et Marion a beaucoup suivi la programmation de danse contemporaine. Et c'est aussi une période où elle regardait beaucoup de films. On sortait beaucoup de DVD. C'est vraiment forgé une culture cinématographique. Et ce tableau est consacré à un seul film, un film japonais des années 50 de Mizoguchi, qui s'appelle L'Intendant Sancho. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est l'histoire de deux enfants orphelins qui se trouvent prisonniers d'une enceinte d'un horrible propriétaire d'esclaves, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Marion, pour donner une image du film, n'a pas procédé de la manière la plus logique qui eût été de raconter le film sous forme de BD. Là, elle a éclaté complètement le scénario. Vous voyez, il y a des scènes qui sont complètement séparées les unes des autres. Là encore, on retrouve ce goût du flottant, ce goût du désordre. Et elle disait elle-même que le désordre, c'est ce qui donnait la meilleure image de la vie. Elle a voulu, en quelque sorte, reconstituer une sorte d'impression intérieure du film. Alors, ce double intérêt pour à la fois le cinéma, le spectacle et le langage s'est matérialisé dans un petit film qui a été tourné en 2000.
qui est consacré au langage, qui s'appelle le dictionnaire des expressions. Marion a choisi 5 expressions de la langue française. Il y a être comme un poisson dans l'eau, mâcher la besogne à quelqu'un, hurler à la mort, mettre du beurre dans les épinards et raser les murs. Voilà. Alors elle a pris ces expressions et elle a imaginé des scènes à partir de ça. Elle a construit tous les décors. Nous avions trouvé une petite caméra Super 8, c'est moi qui filmais, et elle a rameuté en quelque sorte ses frères et sœurs pour les embarquer dans le projet. Son frère et elle ont monté la bande son. Et c'est très intéressant parce que la bande son est faite uniquement de bruitage. Parfois on entend des voix, des souffles, sinon c'est des petits bruits de coquillages, des casseroles, etc. C'est important parce que, en un sens, il y a toujours une bande son dans les images de Marion. Elle avait comment dire, le monde sonore et le monde musical était très important pour elle, à tel point que cette bande sonore a été faite avant le film. Et donc, au moment de tourner le film, il a fallu que les acteurs se calent sur le son, comme des danseurs, comme de la chorégraphie. Et vous verrez, si vous avez le temps de regarder le film, c'est très artisanal, c'est très brut, c'est un côté un peu de cinéma muet. On sent que c'est assez rapide, et en même temps, les scènes ont quelque chose de très exagéré, de très souligné. L'ange, on voit un ange, on voit la mort c'est un squelette, etc. Il y a un côté très très figuratif, et en même temps un côté un peu rituel. Alors vous voyez par exemple ici, mâcher la besogne à quelqu'un, vous avez donc le personnage qui mâche, et à qui est associée une musique un peu lente, lancinante, et puis vous avez derrière un personnage qui représente celui qui exploite l'autre, qui lui ne fait aucune besogne, mais qui se présente comme l'homme important, et qui lui a sa propre musique, faite de bruits de casserole, etc. Alors c'est assez amusant parce que Marion a demandé à ses frères et sœurs de travailler, et l'actrice qui joue ce personnage, qui est d'ailleurs présente dans la pièce, avait, je crois, 12 ans à l'époque, et Marion lui a dit « Est-ce que tu veux passer devant la caméra ?» Je crois qu'elle s'est rêvée une sorte de destinée de star hollywoodienne, alors que la pauvre, elle s'est retrouvée avec un casque de coquillage extrêmement lourd et le visage couvert de plâtre. C'est des coquillages? Oui, c'était des coquillages. Ça faisait penser à un mouton aussi. Oui, tout à fait, exactement. Oui, un peu rondement, c'était beaucoup plus lourd que ça, hélas. Voilà. Ça, c'est une autre sœur de Marion qui est devenue comédienne. Alors, avant de continuer, je voudrais juste m'attarder un tout petit peu sur ce tableau-ci. La carte du monde. C'est un tableau dans lequel Marion a voulu réunir les lieux chéris de sa vie, ses lieux de prédilection. Alors il y a ici la région au nord de l'Angleterre qu'on appelle le Lake District, la région des lacs, une région associée au poète romantique, et où nous avions fait du vélo ensemble. Ici, c'est une sorte de représentation assez drôle du centre Pompidou. Marion, à l'époque où elle vivait à Paris, a beaucoup fréquenté la bibliothèque du centre Pompidou. C'est là où elle a compulsé des livres d'art et regardé beaucoup d'images, et elle aimait beaucoup ce lieu. Ici, vous avez le Japon, une sorte de représentation imaginaire du Japon avec ses temples. Ici, vous avez Venise, et ici, vous avez la Bretagne, ou plutôt la partie autour de Brest, que Marion connaissait bien. Vous avez ici l'île d'Ouessant avec ses moutons, l'île de Molène qui est juste à côté, et ici, sous forme d'île, vous avez en réalité le jardin de la maison familiale, qui était un endroit assez extraordinaire que j'ai connu ici. Une maison un peu de style une maison 19e siècle, ici avec une tour sur le côté gauche, un très très grand jardin avec toutes sortes d'emplacements divers. Et devant la maison, il y avait une petite pelouse, un muret de très grands pins. Au-delà, il y avait un fleuve qui passait, qui passe pas loin de Brest, qui s'appelle les Lormes, qui d'ailleurs passe, il me semble, à Landerneau également, pour ceux qui connaissent. Et au-delà, sous les arbres, il y avait une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Jean. Alors j'entre dans tous ces détails tout à fait anecdotiques,
Parce que, en réalité, c'est devenu une sorte de scène récurrente. Et tous ces éléments-là, par exemple le fleuve, les Lornes, où il y avait très souvent des signes, vont devenir des éléments récurrents dans le travail de Marion. C'est vraiment un moment où l'autobiographie fait son irruption dans l'œuvre de Marion. Vous avez vu que les images jusqu'à présent n'étaient pas du tout autobiographiques. C'était une sorte de cosmologie générale. Là, tout à coup, il va y avoir un lien beaucoup plus fort avec la vie familiale et l'autobiographie. Pour une raison aussi qu'il faut faire état, c'est que cette maison familiale était la maison de la grand-mère de Marion, et elle adorait ce lieu. C'était pour elle une sorte de paradis, et en même temps, elle avait des rapports très difficiles avec sa grand-mère, une dame qui régnait sur une grande famille, qui est une personnalité très impérieuse, dominatrice, parfois assez cruelle, et Marion était en très mauvais rapport. Donc il y a eu une sorte de... C'était comme une sorte de manière de figurer le conflit permanent qu'il y avait entre son amour de sa famille, son amour des lieux qu'elle avait connus durant l'enfance, et ce rejet du milieu de sa grand-mère et de la personnalité de sa grand-mère. On le voit d'ailleurs dans ce tableau très étrange, où on retrouve toujours la même maison. Vous reconnaissez la tour ici. Ici, dans des tons un peu qui rappellent justement là encore Ensor, Marion a représenté une maison, on imagine, emplie de bruits de fête. C'est peut-être un Noël ou un réveillon, avec une nuit d'hiver très claire. Et en même temps, il y a cette croix qui condamne la maison. Alors, est-ce que c'est pour signifier le rejet du milieu familial? C'est sûr qu'il y avait chez Marion, comme chez certains artistes, pas tous, mais chez certains artistes, il y a une vraie ambition de se recréer à neuf, de vivre hors de toute origine, de se couper de toute origine. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi peut-être, et à mon avis c'est peut-être sans doute plus vraisemblable, autre chose, c'est que le tableau a été fait au moment où sa grand-mère est décédée. La maison était bien trop grande, personne n'a pu reprendre cette maison et donc elle a été mise en vente. Donc peut-être que cette croix, c'est aussi pour dire je n'ai plus accès au paradis, c'est fini. C'est quelque chose qui fait maintenant partie du passé. Voilà. Nous allons continuer dans la salle suivante. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite dans cette pièce? Pardon? Oui, c'est la disparition de toute couleur. Et pendant quelques années, effectivement, Marion ne va faire que du noir et blanc. Nous sommes en 2004, nous nous sommes déjà installés en Haute-Marne depuis 2001. Et en 2004, Marion perd son père. Son père était officier de marine. Elle a eu, à l'adolescence, pas mal de conflits avec son père. C'était en même temps quelqu'un avec qui elle avait des liens très forts. Et à partir de 2004, il y a une sorte de plongée dans le noir, une plongée dans un monde beaucoup plus sombre, à la fois thématiquement et puis même visuellement, parce que Marion va bannir la couleur pendant un certain nombre d'années. Vous avez vu que progressivement, dans le travail de Marion, les images deviennent de plus en plus narratives, elle raconte de plus en plus de choses, et même des choses très précises, puisque le côté autobiographique surgit dans son œuvre. Ici, c'est le moment où vraiment va se constituer dans sa tête une sorte de mythologie. Elle va vraiment, le côté narratif va vraiment prendre les manettes de l'œuvre et s'écrire sous forme d'image. Alors, c'est à tel point que donc le personnage de Lennon Lam va faire son apparition, va devenir un élément très important. On le retrouve ici avec sa pelle chauve, son costume noir et blanc. En fait, il apparaît partout. Il est partout, Lennon Lam. Vous voyez aussi que le style de Marion devient de plus en plus linéaire, un peu comme une bande dessinée, avec ce mariage du texte et de l'image. Elle-même, d'ailleurs, aimait beaucoup Tintin. Quand elle n'allait pas très bien, qu'elle était malade,
elle passait des heures à lire Tintin, je le dis en passant. Et beaucoup d'éléments comme ça vont se synthétiser et prendre une tournure très schématique, comme une sorte de vocabulaire. Vous voyez que la maison familiale, on la retrouve ici. Alors elle est renversée dans l'image, mais on retrouve la tour ici, vous voyez. Simplement la maison elle-même est devenue un mur de briques, comme pour signifier le côté fermé, le côté un peu menaçant de cette tour. Un peu plus loin, et la maison familiale est réduite tout simplement à une tour. Vous voyez, ici. On la voit là, on la retrouve ici. On retrouve aussi les signes. Ça, c'est un élément. Il y avait des signes qui passaient devant cette maison, des signes blancs, et on les retrouve ici. Ils ont très souvent la tête tranchée, d'ailleurs. Cette tour, Marion en a même construit un modèle en 3 dimensions, où les briques sont devenues un damier. Et vous allez voir que le damier est un élément qui lui aussi va être récurrent pendant une bonne partie de l'œuvre qui suit. D'ailleurs, elle va même fournir des accessoires de théâtre. Cette tour est assez intéressante parce que, bon, elle a un côté déjà théâtral, on a l'impression d'un décor de théâtre, comme si elle appelait là aussi à un spectacle. Et en même temps, Marion, on a tapissé l'intérieur de dessins, vous pourrez voir tout à l'heure, de dessins, de textes aussi. Elle lisait beaucoup à cette époque-là Pascal, Montaigne, Bernanos, Mandelstam, le poète russe Mandelstam. Elle a recopié beaucoup de citations. Il y a aussi des textes, quand ils sont écrits blanc sur noir, ce sont ses propres textes, des aphorismes. Elle écrivait beaucoup dans un carnet à cette époque-là. Et c'est intéressant qu'elle ait logé en quelque sorte son laboratoire interne à l'intérieur justement de la tour. Comme si, pour elle, l'endroit, là où ça faisait le plus mal, c'était l'endroit justement où elle allait travailler et, ensemencer les images. Donc c'est vraiment, là encore, ce nouage entre ce qui lui faisait mal, les éléments douloureux de la vie, et la fabrication de l'image, comme une belle chose. C'est très important. Alors, je vais parler quand même de ces 3 œuvres qui sont accrochées au mur, parce qu'elles forment un triptyque. C'est pour ceux qui se souviennent de Marion, de sa chambre atelier, ils se souviendront aussi que ces 3 œuvres ont été toujours accrochées au mur, dans l'endroit où elle travaillait. Elle y tenait énormément. Bon, elle tenait beaucoup aussi à l'arbre, que nous avons vu. Il y a d'autres tableaux plus tard qui lui tenaient à cœur. Mais ces 3 images-là étaient, en un sens, résument en quelque sorte vraiment sa mythologie intime. Dans le premier, on voit un personnage de l'Anadlam. Alors c'est l'Anadlam, mais c'est aussi le prophète Ézéchiel. Et dans la Bible, il y a un passage où Ézéchiel marche sur des ossements. Il entend les ossements qui commencent à bruire, à murmurer, et en fait les ossements reprennent vie. Le tableau d'ailleurs s'appelle « Jour de cristal, la résurrection des Juifs ». Donc en fait c'est un tableau de résurrection. Je vous ai dit tout à l'heure que le langage faisait irruption dans le travail de Marion. C'est vrai qu'aussi à partir de cette période, les titres deviennent très importants dans le travail de Marion. Jusqu'à présent, beaucoup de ces tableaux étaient des sans-titres, ou alors des titres très simples comme Le Nageur, La Baleine. Ici, tout à coup, les titres deviennent importants. Vous voyez que Jour de cristal, par exemple, est une référence évidente à la fameuse nuit de cristal, durant laquelle les nazis ont détruit toutes les vitrines des commerces juifs en Allemagne. Alors, autour d'Ézéchiel, on a plein de scènes bibliques. Je ne vais pas tous les décrire parce que nous devons avancer, mais pour ceux qui connaissent, il y a l'échelle de Jacob, Jonas, l'ivresse de Noé. Ici, vous avez Samson qui repousse les murs du temple. Bon, il y a Job. Alors ici, il y a un personnage que Marion aimait beaucoup, qui est beaucoup moins connu, c'est Absalom. Dans la Bible, à un moment, Absalom fuit le champ de bataille sur un mulet, mais Absalom a une magnifique chevelure. Il passe sous un arbre et en fait sa chevelure se prend dans les branches de l'arbre et le mulet continue et lui reste accroché à l'arbre. Et c'est une image en fait qui va revenir dans les travaux de Marion. Ça, si vous voulez, c'est un peu le monde de la Bible et du passé. Ici, nous arrivons
la scène bretonne, dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, Marion le marque, Brest, il est 16h, Johann Sebastian Bach is working. Donc, ce personnage de Landellam, c'est Jean-Sébastien Bach. Il est en train de jouer à l'orgue. D'ailleurs, le titre du tableau, c'est Voix humaine 8. Voix humaine 8, c'est un jeu d'orgue. C'est un des pistons que peut tirer un organiste pour obtenir un certain son. Il joue de l'orgue et sa musique attire à lui plein de personnages. Alors il y a des personnages bibliques qui étaient chers à Marion, Rebecca, il y a Jacob, Abraham, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qu'elle aimait beaucoup, des musiciens, des écrivains. Elle lisait beaucoup, elle avait découvert l'Ulysse de James Joyce à cette époque-là, donc Joyce y apparaît. Il y a des artistes comme Belmer, il y a aussi Eugène Leroy, qui est exposé d'ailleurs en bas, voilà exactement, qui est un peintre qu'elle aimait énormément, alors que Eugène Leroy a un travail vraiment très différent de Marion, mais elle reconnaissait en lui une sorte de peintre classique absolu. Voilà, il y a plein de personnages, et Marion s'est représentée elle-même ici, assise sur un muret, avec une hermine. Alors, quand il y a une hermine, c'est souvent, c'est la manière dont elle avait de me représenter moi. Parfois je suis avec une hermine. Et ici vous retrouvez les signes dont je parlais avec le cou tranché. Et en bas, Marion a inventé un autre personnage qu'elle appelait Myrto, qui est ce personnage avec une énorme tête ronde, lourde de soucis. Et Myrto embarque, là encore avec les mêmes artistes ou d'autres, pour traverser le fleuve l'Elorn et aboutir à la chapelle Saint-Jean. Alors c'est un peu drôlatique, il y a Abraham qui fume des clopes, qui lui dit comment vas-tu, etc. Il y a un côté un peu drôle, et en même temps les textes, si vous les lisez, ce sont des textes très souvent sombres, très angoissés, qui reflètent bien un peu cette période-là. Sur la chapelle Saint-Jean, vous avez un autre personnage qui est un peu en symétrique de Bach, c'est ce fameux William Blake dont je vous ai parlé. William Blake, c'est donc un poète et un graveur de la fin du XVIIIe, début du XIXe, anglais. En France, comme je l'ai dit, il n'est pas très connu, mais en Angleterre, tout le monde connaît, par exemple, son poème sur le tigre, « Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night ». C'est connu par les petits garçons, les petites filles anglaises, comme des fables de La Fontaine. Blake est un artiste très original, une sorte d'artiste visionnaire. Il y a un vrai rapport avec Marion. On sent à quel point Marion a été marquée par Blake. D'abord dans ce rapport immédiat de l'image au religieux. Le monde de Marion était quand même un monde pénétré de spiritualité, on va dire. Simplement, c'est une religion très hétérodoxe. Et Blake lui-même a construit une sorte de religion hétérodoxe. Il y a aussi ce rapport très fort au texte, puisque Blake était poète et artiste, et il a en permanence illustré ses propres poèmes. Et enfin, le côté très linéaire de Blake, qui là aussi est très intéressant, parce que Blake, on le met un peu au début du romantisme, c'est un des, on peut le classer, si vous voulez, parmi les romantiques, mais chez les romantiques, il y a un goût pour le profond, pour le nébuleux, pour l'atmosphérique, alors que Blake était un peintre de la ligne. C'était quelqu'un pour qui tous les corps devaient être extrêmement clairs, toutes les lignes devaient être parfaitement bien marquées. Et Marion avait ce même goût d'image très frontale, d'image qui bloque le regard en quelque sorte. On ne peut pas échapper au regard de Marion. Il y a même quelque chose de suffocant parfois dans certaines images, tellement elles sont plates, en fait. Elles sont plates et frontales. Alors, le dernier volet, autant le premier était tourné vers le monde de la Bible, tourné vers le passé, le second c'est un petit peu le monde du présent et du conflit. Autant le dernier est plutôt consacré au monde futur, une sorte de vie après la mort, ou une vie après la vie, en quelque sorte. Son titre, d'ailleurs, est inscrit à l'intérieur de l'image, c'est « Protect me, ich habe genug ». Alors « Protect me », protège-moi, protégez-moi. Et c'est vrai qu'on retrouve ici le personnage de Myrto, avec sa grande tête. Et Myrto, ici, est environné de toutes les choses qui étaient chères à Marion, toutes les présences importantes, que ce soit des animaux, des plantes, les grands artistes que Marion aimait. Alors, par exemple, il y a à nouveau Joyce, il y a des compositeurs, Bach, ici. Vous avez ici Beethoven,
Là, vous avez Schumann, par exemple. Il y a aussi des images de la mort. La mort, en un sens, était douce pour Marion. Vous avez des crânes ici, des squelettes. Là, une sorte de visage assez impressionnant d'un écorché que Marion a dû tirer d'une planche d'anatomie. Il y a aussi des écrivains. Et en bas, donc, Ich habe genug. Ich habe genug, ça veut dire « je suis comblé ». C'est le titre d'une cantate de Bach. Donc en quelque sorte, c'est une image de la plénitude, de la paix. De la paix. Une dernière chose sur ce tableau, c'est le moment où tout à coup vont faire irruption aussi dans le travail de Marion un aspect hyper réaliste. Parce que tous ces visages ne sont pas des collages, on dirait des collages. Très souvent les gens pensent que ce sont des collages, mais Marion découpait des photocopies, faisait des photocopies, découpait, et ensuite les dessinait. Donc ça c'est du crayon, et le reste c'est de l'encre. D'ailleurs cette alliance entre le crayon et l'encre de Chine est assez bizarre. Il est un peu audacieux parce que l'encre a quelque chose de beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus agressif que la douceur du crayon. Et vous allez voir que c'est aussi quelque chose qui va revenir dans le travail de Marion, c'est ce côté hyper réaliste. Avant de passer dans la pièce suivante, on va faire un petit crochet par le fond du couloir pour voir un tableau sur lequel Marion a beaucoup peint durant cette période. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas expliqué concernant la manière de procéder de Marion. Il y a beaucoup de peintres qui travaillent sur plusieurs tableaux à la fois. Des cas célèbres, c'est Paul Klee par exemple ou Georges Braque. On raconte qu'ils avaient parfois 20 ou 30 tableaux dans leur atelier, disposés comme en demi-cercle, et ils passaient de l'un à l'autre ou regardaient l'un à l'autre, travaillaient par-ci par-là. Marion ne travaillait jamais que sur un seul tableau à la fois. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'elle aimait être allongée sur son image. Je vous ai dit aussi qu'elle avait adopté le nom de Lana de Lam. Il y a vraiment chez elle une envie de disparaître dans l'image. Et d'une certaine manière, dans le temps aussi, elle voulait disparaître dans l'image. Quand elle commençait un tableau, elle voulait que ça finisse, que ça prenne le plus de temps possible et qu'elle puisse vraiment s'immerger dedans pendant des mois et des mois. C'est important parce que ça explique aussi son parcours professionnel, parce qu'elle a été approchée par quelques galeries dans les années 90 qui lui disaient « Écoute, c'est bien ma cocotte, ces grands tableaux, c'est super, mais il faut que tu me fasses des petits trucs, sinon je ne peux rien vendre. » Et Marion, en fait, ça l'a rebuté tellement qu'elle a fini par ne plus vouloir travailler avec des galeries, parce qu'elle voulait pouvoir se plonger dans ces aventures qui duraient des mois. Par exemple, l'arbre que nous avons vu, le Songe du Roi, a duré 9 mois. Ce tableau-ci a duré 2 ans. Alors, comme elle ne passait pas par des galeries, Marion était obligée quand même de gagner sa vie. Elle le faisait en vendant du poisson sur le marché de Dijon. Certains parmi vous se souviennent sûrement d'elle, vendant à la rascasse. Voilà. Alors, ce tableau-ci donc, a pris 2 ans. Et donc, quand je dis 2 ans, c'est vraiment 2 ans pleins, à raison de 7-8 heures par jour. Parce que Marion avait une discipline de fer. Je vous l'ai dit qu'elle commençait chaque jour par un peu de russe, elle faisait de la gym, et puis hop, elle faisait ses 7 ou 8 heures de travail, sauf 2 ou 3 jours où elle était obligée de vendre du poisson. En un sens, je pense que c'est une époque où elle était très marquée par les primitifs flamands, et elle a voulu faire une sorte de retable, parce que c'est une sorte de retable, ce tableau. D'ailleurs, il a une structure un peu religieuse. Vous avez en haut une sorte de paradis. On retrouve un peu le monde de, vous savez, la dernière image que nous avons vue, les plantes, etc. Ici aussi, il y a des plantes, il y a des oiseaux, des insectes. Il y a aussi l'architecture religieuse. On retrouve l'église orthodoxe du début. Il y a des églises bretonnes, etc. Donc ça, c'est un peu le paradis. Vous avez une sorte de figure ici d'intercesseur, une sorte de médiateur, que certains peut-être ont reconnu. C'est oui, exactement. C'est le compositeur Gustav Mahler, que Marion écoutait beaucoup à l'époque. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de Bach, qui était très important. Mahler aussi était très important. D'ailleurs, dans la tour, pour ceux qui ont eu le temps d'aller voir, il y a une petite phrase de Marion qui est très belle sur la différence entre Bach et Mahler. Elle dit « Bach, depuis la terre, les bruits du ciel. Mahler, depuis le ciel, les bruits de la terre. »
pour montrer l'opposition des deux. Donc, cette figure céleste, en un sens, c'est Malheur. Malheur, vous voyez, porte dans sa main une rose. Vous voyez ici la tige avec les épines, et puis là-haut, la grande fleur blanche. Pourquoi la rose? Parce qu'une rose, c'est quelque chose qui sent bon, qui est beau, et qui en même temps blesse avec ses épines. Et c'est tout à fait en conjonction avec le titre du tableau, qui est une devise latine, caute, qui veut dire « attention, prends garde ». Donc en fait, c'est un tableau d'avertissement, pour dire, là encore, comme je vous l'ai dit au sujet de la tour, les choses sont nouées chez Marion. Ce qui est beau a son doublon de terreur. Ce qui séduit est aussi peut-être horrible. Et il y a en permanence ce couplage des contraires chez Marion. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que caute, cette devise, Marion l'a trouvée parce qu'elle l'avait lu quelque part, que c'était la devise du philosophe hollandais Spinoza. Et il se trouve, elle a découvert ça après avoir fait le tableau, que Spinoza, quand il cachetait ses lettres, au XVIIe siècle, donc, quand il cachetait ses lettres avec caute, cette devise était surmontée justement d'une rose. Donc il y a eu une sorte de préscience assez étonnante. Alors, ensuite, dans le bas du tableau, Marion m'a représenté, moi ici, avec l'hermine, encore une fois, et puis elle s'est représentée elle-même, avec ce costume en forme de dentelle, très abstrait, vous voyez. Et Marion porte deux choses. Elle porte d'une main une assiette avec des organes qui tombent. Alors je pense que ça représente un peu la vie du corps. C'est le corps qui lâche en quelque sorte, qui est le corps qui ne peut pas tenir. Et de l'autre, elle porte le chandelier à 7 branches qu'on appelle la menorah juive, qui représente peut-être la vie de l'esprit, le spirituel ou simplement la peinture. Et Marion, elle essaye en quelque sorte de tenir les deux bouts, de tenir en équilibre ces deux choses fondamentales. Et en même temps, elle est attaquée par cet horrible poisson. Je vous rassure, le poisson, en réalité, il est minuscule, mais là, Marion lui a donné des proportions monstrueuses. Il y a aussi des objets qui flottent. Je pense que là l'inspiration de ces choses-là, c'est quelque chose qui est très récurrent dans les images médiévales du Christ, où on voit le Christ entouré des instruments de la Passion. On appelle ça, les historiens d'art appellent ça les arma Christi. Et Marion a, en un sens, répandu ses propres arma Christi, donc la corde, le marteau, là il y a un couteau. Je pense aussi qu'il y avait, comme toujours chez Marion, ce goût pour les choses qui flottent. Alors, vous voyez que ici, l'hyperréalisme est poussé vraiment à son maximum. Il y a des choses absolument stupéfiantes. Je trouve que, par exemple, le cerveau, vous vous approcherez tout à l'heure, il est extrêmement... on a presque l'impression de pouvoir toucher le côté gluant de l'organe. C'est assez frappant. Même pour des tableaux comme ça, Marion travaillait allongée sur son tableau. Elle n'avait pas changé de méthode. Ce qui est intéressant parce que les peintres hyperréalistes, très souvent, travaillent avec des épiscopes. En fait, ils projettent comme une diapositive leur image sur la surface à peindre et ils peignent en quelque sorte, en un sens, ils s'immiscent dans la lumière et ils peignent l'image directement sur la toile, guidée par cette image projetée. Marion procédait de manière très très différente, très rudimentaire en un sens. Elle allait souvent, quand elle préparait un tableau, elle allait dans des petites bibliothèques jeunesse à Dijon, elle compulsait des livres pour enfants, elle trouvait des images qui l'intéressaient, elle les photocopiait, elle les agrandissait, et ensuite elle les découpait. Et elle utilisait la découpe pour poser en quelque sorte la silhouette de l'image qu'elle devait peindre. Et ensuite elle était allongée, il y avait à côté d'elle la photocopie, et puis son dessin. Elle prenait de temps en temps des mesures avec une règle, juste pour bien caler les choses, pour ne pas faire trop d'erreurs, pour que ce soit vraiment ressemblant, et elle peignait. Parfois d'ailleurs, elle peignait à l'envers, ça c'est un vieux truc de peintre, parce que pour que l'œil n'interprète pas ce qu'il voit, elle peignait à l'envers, ce qui est assez drôle parce que, c'est une petite anecdote, mais un jour un agriculteur du coin est venu chez nous, au moment où Marion peignait ce tableau, et il a dit « Oh là là, mais elle est même baguée, ton mouton », parce que le mouton a un numéro sur son oreille, et Marion ne s'en était même pas rendu compte, parce qu'elle l'avait peint à l'envers.
Mais néanmoins, cette manière de procéder est intéressante. D'abord parce on voit à quel point Marion a continué à travailler de cette manière très artisanale. Ça veut dire aussi qu'elle a vraiment soigné le détail. Et ça, vous verrez si vous vous approchez, c'est absolument stupéfiant parce que c'est très très beau aussi de près. Il y a un travail incroyablement minutieux où Marion procédait presque point par point sur ces images. Ça a aussi une autre implication, c'est que ces tableaux conservent un aspect de collage. Ce qui est d'ailleurs embêtant parce que, par exemple, quand on en fait une reproduction dans un livre, on a vraiment l'impression que c'est un collage. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que Marion n'a pas voulu supprimer le côté anguleux, plat du collage. Au contraire, elle l'a gardé. Et ça, elle l'a gardé, mais parce que je pense que ça satisfaisait son goût de la platitude. Et ce côté très raide, presque, là encore, gothique. Comme si, là encore, ça accroît ce côté de retable, si vous voulez. Ce sont des images qui sont peintes comme des icônes, qui sont plates. Elles sont faites pour être plates parce que ce ne sont pas des tableaux illusionnistes. D'ailleurs, ce noir qu'il y a dans les tableaux de Marion, très souvent, ce n'est pas du tout le noir de Caravage, par exemple. Ce n'est pas un noir qui nous entraîne dans un monde profond. Elle aimait par exemple un peintre que peut-être vous connaissez, Lucas Cranach. C'est un peintre maniériste. Et bien c'est ça, c'est un noir plat. Elle disait que c'était métaphysique, c'était un noir métaphysique. C'est un noir qui est là pour isoler les personnages, les mettre dans une sorte de lumière absolue, en quelque sorte, les figer pour l'éternité. Et ça, c'est très important, je pense. Alors, bon, elle a passé 2 ans là-dessus, c'était une période très lourde, très sombre, et Marion a eu envie de sortir de ça en s'ouvrant et en travaillant de manière beaucoup plus collective qu'avant. C'était vraiment quelqu'un de très solitaire, mais elle avait aussi le goût du travail en commun. Et après ce tableau-là, elle va se tourner vers le théâtre, et c'est ce que nous allons voir dans la pièce qui suit. C'est aussi une période où elle a aussi commencé à faire des ateliers d'art plastique en prison, à la prison de Dijon. Voilà, si vous me suivez. Alors, cette salle est donc consacrée au travail de Marion autour du théâtre. Marion était très proche des enfants. Et bien que son monde, on l'a vu, était un monde assez tourmenté d'une certaine manière, avec des violences latentes, c'était aussi quelqu'un qui, dans la vie quotidienne, était très énergique, très gai, qui adorait plus que tout la fraîcheur des enfants. Et ce qu'elle aimait avec les enfants, c'était se mettre vraiment au même niveau qu'eux. Elle a commencé son aventure dans le théâtre simplement en construisant, là encore, des costumes et des masques. Ici, ce sont des masques d'animaux. Elle va rencontrer, tout en travaillant au marché, elle va rencontrer une metteur en scène dijonnaise, Hélène Paulette, et elle va faire un premier spectacle avec des enfants des environs, des villages environnants. Je crois qu'il y en avait une douzaine. C'est un spectacle qui sera montré à Chalmessin, à Is-sur-Tille, à Dole. Finalement, Marion sera un peu insatisfaite d'un point de vue artistique de ce premier spectacle, et donc elle va tout reprendre avec des comédiens professionnels et en fondant tout simplement une compagnie qu'elle va appeler Théâtre Ispug. Ispug voulant dire effroi en russe. Le spectacle, dont vous voyez ici quelques captations, ça c'est l'épisode qui s'appelle les animaux fantômes. C'est un spectacle comme une sorte de rêve, c'est une succession de tableaux vivants, je veux dire, sans aucun texte, avec une bande sonore, là encore très très travaillée, avec tantôt de la musique, comme on vient d'entendre, tantôt des bruitages, comme ici des bruits de hennissement. Là, c'est la mort qui est en fait persécutée par les animaux.
Parce que, oui, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de 4 animaux qui se retrouvent dans une sorte de cirque concentrationnaire aux mains de 2 dompteurs que vous voyez ici d'ailleurs. Là, avec cette tête très, très caractéristique. Ça, c'est un vrai collage. Hein. Je vous le dis. Il y a des parties peintes, comme ici, mais le reste, c'est pour l'essentiel un collage. Donc, ces 2 dompteurs sont des personnages un peu désœuvrés, post-apocalyptiques, en même temps très cruels. Ils vont persécuter ces animaux jusqu'à les faire mourir. Et puis, toute la deuxième moitié du spectacle va suivre les âmes des animaux, par exemple, avec les animaux fantômes, etc. On passe dans des scènes un peu merveilleuses. Là, par exemple, on voit la naissance dans une sorte de chrysalide d'une des âmes des animaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, là, c'est le dernier animal. Et vous voyez ici, les 3 autres sont des lanettes de lame. Vous voyez? Mais les dompteurs aussi étaient des lanettes de lame. Ils avaient aussi la tête chauve et l'habit en noir et blanc. Donc vous voyez que l'année de l'âme, ce n'est pas nécessairement un ange, un être purement positif. Il représente tout. C'est une sorte de signature visuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que les l'année de l'âme animaux, la musique d'ailleurs, je vous le dis en passant, ce sont des cloches orthodoxes. C'est des cloches de la Pâque orthodoxe russe. Et vous voyez que le l'année de l'âme, ici, mais aussi lui aussi, parce que lui aussi c'est un l'année de l'âme, porte un masque de fourrure. Donc il y a une sorte de basculement qui s'est fait. L'année de l'âme était chauve, maintenant il a un visage de fourrure. Parce qu'en fait, il est plus proche de l'animal. Et la fourrure, c'est un élément très important chez Marion. Elle était vraiment fascinée par la fourrure, de façon générale, et ça réapparaît sous diverses formes. Voilà. Alors, vous voyez que dans ce monde, ça c'est un passage un peu burlesque du spectacle, qui faisait beaucoup rire les enfants. Parce que c'était en même temps un spectacle pour enfants, mais pour ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez que c'était aussi un spectacle d'une rare violence. D'ailleurs, à Dole, je me souviens très bien qu'une mère a dû sortir parce que son enfant s'est mis à hurler dès qu'elle a vu la mort apparaître. Ils sont assez impressionnants. Ici, par exemple, c'est une valise qui porte, on va partir, donc on n'aura pas le temps de tout voir, mais qui porte en réalité le souvenir des mitraillettes qui ont tué les animaux. Donc elle est pleine de mitraillettes. Et il y a écrit quelque chose qui pourrait ressembler à Pan. Mais en fait, c'est du russe. Et ça se lit Rai, et ça veut dire paradis. Donc vous voyez là encore à quel point les contraires sont complètement unis. Alors, on a vu que Marion s'était construit une mythologie intime, privée. Ici, on la voit exploser dans tous les sens. À la fois scéniquement, il y a aussi, donc, elle apparaît aussi sous forme d'images. Vous avez aussi des sculptures que Marion faisait à l'époque. Par exemple, cette sorte de frise en 3 dimensions, où on voit le personnage de l'aîné de l'âme, qui visite, qui explore en quelque sorte les hauts et les bas de l'existence. Et on retrouve là encore les personnages du spectacle. L'éléphant rose, le crocodile. Donc vous voyez que l'univers narratif de Marion se diffracte sous toutes sortes de formes. Alors, pendant le théâtre, évidemment, Marion avait beaucoup moins de temps pour peindre. Donc elle a cessé pendant un temps de faire ses grands formats et elle va faire beaucoup de travaux à l'encre. Je vous en montrerai quelques-uns, mais je vais passer assez rapidement dans le couloir parce que le temps tourne et je veux que vous ayez aussi le temps de visiter le reste de la ville. Donc, on va s'arrêter juste à la sortie, devant une des encres. Derrière. Ce tableau est intéressant parce que, comme les autres un peu de la même veine, ce sont des encres abstraites, et ce sont vraiment des encres abstraites. Autant le premier tableau que nous avons vu, vous avez vu que c'est en fait ça fourmillait de personnages masqués, le tout premier à l'entrée. Ici, c'est vraiment un travail abstrait,
c'est purement ornemental en quelque sorte, et en même temps, ça a une grande charge, enfin que moi je trouve une vraie charge réaliste, hyper réaliste. On a l'impression que c'est la description d'un monde très 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 précis, un monde un peu minéral, tantôt au contraire un peu toxique. On a l'impression de voir des sortes de poudres qui se répandent. Il y a un côté un peu givré ou soumis à une sorte d'explosion, comme si ça se déchirait. Ici, moi j'ai toujours eu l'impression de voir un peu ces sortes de... Vous savez, parfois quand le papier brûle, il devient tellement léger que si on touche, il se transforme en poudre. Ces espèces de morceaux de noix calcinés, de papier calciné, c'est un peu ça que je vois. Et c'est le cas un peu de tous les tableaux, ces encres abstraites que Marion faisait à cette époque-là. Comme toujours, les titres sont très importants. Celui-ci, je n'ai pas besoin de le commenter, sachant que Marion était véritablement antimilitariste, ça faisait partie un peu de son conflit avec son père. Elle a pourtant intitulé ce tableau plutôt les militaires que l'ironie. Voilà. Intéressant parce que vous voyez à quel point les titres sont des ajouts. Ils ne décrivent pas le tableau, mais ils montrent aussi la charge mentale qui était un aspect permanent du travail de Marion. Voilà, là on va aller assez vite. Je ne vais pas vous commenter les petits dessins qui s'appellent Bamboche. Sinon, pour dire, si quand même, parce que il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, le spectacle que Marion a mis en scène s'appelle Les Animales. Et c'est vrai que c'est une période où tout à coup c'est l'animal qui va devenir très important. Je vous ai déjà parlé de cette importance de la fourrure. C'est aussi une période où Marion devient végétarienne et de manière tout à fait caractéristique, elle continue à travailler au marché. C'est-à-dire qu'elle continue à vendre du poisson, elle continue même d'ailleurs à vendre du poulet. Mais ça c'est tout à fait typique. C'était là encore cette envie de ne pas se masquer, de ne pas se voiler la face. C'était très important pour elle. La peinture était un monde de beauté, mais il était en un sens enraciné dans l'horreur. Et elle-même voulait garder les mains dans le sang, en quelque sorte. Donc ces petites encres montrent un naine de l'âme qui est carnivore, clairement. On va continuer jusqu'au dernier triptyque du couloir. Alors, ces trois tableaux donc forment un triptyque. Là encore, les titres sont très clairs. Enfer, purgatoire et paradis. Alors très souvent, les gens me disent « mais l'enfer, ça a l'air super ». Et c'est vrai que Marion a mis son enfer dans un magnifique jardin qui a un côté un peu oriental. On pense à une sorte d'art de la miniature persane ou certaines images médiévales. C'est un tableau intéressant parce qu'elle a synthétisé ici le monde du théâtre. On retrouve les animaux, l'éléphant rose, le crocodile, on les retrouve ici, et la scène primitive bretonne, ce que j'appelle la scène primitive bretonne. On retrouve la tour, le fleuve Lénorme qui passe ici, et Marion m'a toujours dit d'ailleurs que les animaux là que l'on voit enfermés dans cette enceinte et gardés par les deux dompteurs, les deux méchants dompteurs, sont attablés et on leur sert des fraises de Plougastel. Donc je présume qu'il y a des souvenirs d'enfance qui se sont cristallisés dans ce tableau. Mais bon, ça finit quand même très mal. Ici, vous avez le purgatoire, dans lequel les naines partent libérés. Ils traversent la nuit, ils n'ont aucun support, sinon leur propre mouvement. Ils partent en grappe, collectivement, où on dirait des algues, ou une traînée de feu, ou des spermatozoïdes qui avancent. D'un point de vue technique, parce qu'on me demande souvent si c'est de la carte à gratter, tout ce qui est blanc est en fait en réserve, c'est le blanc du papier. Donc Marion travaillait uniquement avec de l'encre de Chine. Donc, notamment, lorsqu'on voit les minuscules petits filaments, ça a été fait, si vous voulez, négativement, en utilisant le blanc en réserve.
Ensuite, les Lanodlam arrivent dans un monde à la fois de lumière, de couleur et de platitude. C'est un monde beaucoup plus plat. Et c'est le paradis. Les Lanodlam ont troqué leurs vêtements noirs et blancs pour des vêtements de couleur. Alors on retrouve tout ce qui est très cher à Marion, on retrouve les signes reconstitués en quelque sorte, les plantes, les animaux. Alors il y a des choses, il y a des scènes un peu comment dire, des scènes tout à fait conformes à ce qu'on s'imagine au paradis, plein de gens qui jouent de la musique. Ici il y a d'autres Lanodlam qui sont sur des licornes. Mais il y a quand même des symboles un peu étranges qu'on n'associe pas vraiment au paradis. Ici, par exemple, il y a des personnages qui portent leur tête. Ici, d'ailleurs, ils jouent à Colin Maillard aussi. C'est assez important parce que pour Marion, et c'est pour ça que l'agneau et le mouton étaient si importants, une part du bonheur, ça consistait aussi à perdre sa tête, d'une certaine façon. À devenir ou fou ou bête. En tout cas, à ne pas imaginer qu'on peut surplomber la vie. Ça, c'est très important pour Marion. Elle parlait d'ailleurs, elle avait théorisé ça de manière assez nette, elle parlait de crédulité consciente. Pour elle, il fallait devenir délibérément crédule. Et c'était le seul moyen de travailler, de devenir artiste, et c'était le seul moyen même d'être heureux. Il y a des choses encore plus troublantes. Il y a des têtes arrachées, assez inquiétantes. Ici, c'est un poème russe, d'ailleurs, de Mandelstam. Et il y a une pelle. Alors, la pelle est intéressante parce que le paradis de Marion, ça n'a rien à voir avec l'âge d'or des Grecs, par exemple. Dans l'âge d'or, il suffit pour l'homme d'étendre le bras et de cueillir le fruit. La nature produit sans aucun travail humain. Mais pour Marion, le paradis, c'était le travail. D'ailleurs, dans la dernière partie du tableau, les personnages partent, un peu comme les nains dans Blanche-Neige et les 7 nains, partent avec leur pelle sur le dos pour travailler. En un sens, pour Marion, il n'y avait pas d'autre paradis que le travail. Alors, pas n'importe quel travail, évidemment. Pour elle, c'était la peinture, c'était le fait de produire des images. Voilà. Nous allons passer dans la grande salle où il y a les derniers tableaux. Ce triptyque, en quelque sorte, clôt la grande période du théâtre. À partir de 2015, Marion ne va plus jamais faire du théâtre. Elle ne va se consacrer qu'à la peinture. Et essentiellement de grands formats, comme nous allons le voir. Juste avant de partir, je vous montre quand même ces deux petites images. Elles sont intéressantes parce qu'elles montrent un petit peu, elles sont quasi contemporaines, dans des formats identiques, mais on voit un peu les deux manières, les deux veines et une sorte de polarité chez Marion. D'un côté, vous avez, alors c'est un tableau plutôt consacré à la musique, qui évoque beaucoup le tableau Le Songe du Roi. D'ailleurs, on peut dire que la pieuvre, qui est à l'extrême droite, là, occupe un peu le même rôle que l'arbre. Et d'ailleurs, il y a une tension intéressante entre le noir et blanc et les couleurs. Vous avez vu que dans le monde du théâtre, dans le triptyque Enfer, Purgatoire, Paradis, le noir et blanc et les couleurs sont toujours en opposition. Le noir et blanc, c'est une sorte de personnage chez Marion. Mais c'est un tableau surtout qui est complètement emmêlé, entrelacé, les monstres, les anges, tout s'en mêle. Et ça, c'est vraiment une des veines du travail de Marion. Elle disait d'ailleurs, comme je l'ai dit, le désordre pour mieux commémorer la vie. Donc le désordre, c'est une sorte d'image de la vie. Ici, au contraire, vous avez le côté très rigoureux, très minimaliste de Marion. Il y a ici une sorte de réduction totale. Aussi le rapport avec l'écriture, très fort. Parce que Marion a mis ces images comme des lignes d'écriture. Vous voyez ? C'est comme un texte qui se lit. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à des hiéroglyphes. Alors, ici, on revient encore une fois à l'Ancien Testament. Ceux qui connaissent bien leur Bible reconnaîtront des scènes. Là, par exemple, il y a le buisson ardent. Là, il y a le passage de la mer Rouge. Là, il y a la manne dans le désert. David et Saül, David et Goliath, etc. Et vous voyez que Marion a transformé ça en une sorte d'écriture, en n'utilisant que 3 couleurs, les couleurs primaires, bleu, rouge et jaune, et en simplifiant à l'extrême son image. Tout est plat, tout est scripturaire, en quelque sorte. C'est comme de l'écrit. Voilà. Donc à partir de cette période, Marion ne va plus faire que de grands formats.
Elle fera de temps en temps des petits formats, mais c'est essentiellement des grands formats, et qui sont tous pareils. Et c'est ce que nous allons voir dans la dernière salle. J'espère que ce n'est pas trop long, et surtout interrompez-moi si vous avez des questions. Il y a aussi un film qui a été fait, dans lequel on a la chance de voir Marion parler, parce qu'elle avait une sainte horreur des caméras. C'est un film de 18 minutes que vous pourrez regarder après, et qu'on trouve également sur YouTube en cherchant bien. Donc, ici, nous sommes dans une salle qui regroupe tous les grands formats que Marion va faire de 2015 à 2019. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce tableau-là, c'est le dernier tableau où va apparaître le personnage de La Ned-Land. C'est un tableau consacré à William Blake, dont je vous ai déjà parlé. Marion s'y est représentée avec moi, et nous partons, nous nous baladons. Là encore, elle a commencé en haut, à gauche, comme une lettre, et on avance, comme une sorte de bande dessinée, et on rencontre des personnages, on rencontre notamment William Blake, qui va d'ailleurs finir par nous inviter dans son cottage pour boire du thé, très anglais. D'ailleurs, en un sens, c'est un tableau très anglais. Il y a plein de petits souvenirs de Marion, son goût pour le Somerset, par exemple, en Angleterre, qui est évoqué dans ce tableau. Et je trouve que même dans les coloris, il y a quelque chose d'anglais. Il y a ces couleurs qui rappellent un petit peu la peinture des pré-raphaélites au 19e ou le psychédélisme des années 60. Il y a même un côté un peu Jimi Hendrix, qui n'est pas anglais, mais qui ressemble un peu aux albums de Jimi Hendrix. Mais c'est un tableau quand même consacré à Blake, qu'elle aimait beaucoup. C'est un tableau encore narratif, mais on voit aussi comment Marion structure son tableau dans cette opposition entre le noir et blanc et la couleur. Mais à côté de ces tableaux narratifs, Marion va faire aussi beaucoup de tableaux, là au contraire, très minimalistes, où la figure humaine disparaît complètement. Parfois avec des formes concentriques, comme ici. Et vous avez aussi ce tableau-là, qui s'appelle L'Armure, qui est intéressant parce que Marion a pris un motif de dentelle qu'elle a répété sur toute la surface du tableau. La répétition, pour Marion, là aussi, avait une grande vertu. Ça n'était pas du tout synonyme d'ennui ou de mort. C'était pour elle une répétition vivante. C'était en fait la vraie manière d'assumer activement le temps. Et ce tableau qui s'appelle L'Armure signifie d'une certaine manière que la seule armure du peintre, c'est en fait son travail de dentelière, son travail de dentelière quotidien. Alors elle appelait ces ronds des sortes d'impact de balles, bleu, blanc, rouge d'ailleurs. En même temps, je sais que l'une des sources d'inspiration de ce tableau, c'était les boules que l'on voit parfois à la sortie de Paris ou sur l'autoroute, sur les lignes de tension, vous savez. C'est des boules qui empêchent les hélicoptères de se prendre dans les fils électriques. Et elle était toujours en ravissement devant ces boules. Peut-être parce que ça lui faisait penser à Miro, qu'elle aimait beaucoup. Elle a toujours adoré les partitions, elle a beaucoup recopié les partitions. C'était comme une sorte de musique en 3D, en quelque sorte. Voilà. Je vais vous parler juste un petit peu de ce tableau-là qui est assez important et intéressant. C'est le dernier tableau dans lequel Marion va revenir encore une fois à l'Ancien Testament. Marion a eu comme projet de raconter tout l'Ancien Testament sur un seul tableau. Elle a réduit d'ailleurs ce tableau à 389 épisodes et, fidèle à sa manière très scrupuleuse, elle a indiqué au dos de l'image les 389 épisodes.
Alors tout commence avec Adam et Ève. On voit ici la naissance d'Ève, l'épisode du fruit défendu. Là, vous avez la tour de Babel, ici l'arche de Noé, etc. Et tout l'Ancien Testament explose en quelque sorte comme une genèse, en fait, comme le livre de la Genèse. Il y a une sorte de création, et le tableau part dans une sorte d'expansion infinie. Alors le titre du tableau est intéressant aussi. The only way in is out. Encore une fois, un titre anglais. The only way in is out. Ce titre a besoin d'explication. Pendant que Marion peignait ce tableau, elle a vu un film d'un Américain, Terrence Malick. Vous connaissez peut-être Terrence Malick. Et dans ce film, un personnage dit à un moment The only way out is in. Ça veut dire la seule sortie, la seule manière de sortir, la seule issue, c'est à l'intérieur, sous-entendu à l'intérieur de soi. Et Marion a pris ça comme un message un peu spiritualiste, une sorte de religion de la conscience, du détachement. Et fidèle encore à sa colonne vertébrale, elle a pris le contre-pied. Elle a dit non. The only way in is out. Ça veut dire non. La seule manière de se rejoindre, la seule manière d'aller vers soi, vers l'intérieur, c'est en fait de sortir. C'est de se jeter dans le travail, de se jeter dans la production, c'est de vivre dans le temps, d'exploser dans le temps, un peu comme ce tableau qui explose aussi et qui poursuit une sorte d'expansion infinie. Donc vous voyez à quel point le travail, pour elle, c'était très important. C'est une sorte de prière, d'ailleurs. Elle travaillait, elle avait un respect presque sacré pour ses œuvres. D'ailleurs, il y a un document qui atteste ce contrôle très très fort de son temps. C'est ce document que Marion a commencé en 2003. Ici, on a la première feuille, une feuille sur laquelle Marion a noté ses heures. Telle date, j'ai travaillé de telle heure à telle heure, et au total, j'ai fait tel nombre d'heures. Et puis, elle a continué, elle a collé une autre feuille, puis une autre feuille, etc. Et elle a continué ça pendant 15 ans. Alors là, il est tout ramassé parce qu'il y a plein de feuilles intercalées, mais quand on le déplie, il fait 5 mètres de long. Et il y a 15 ans de vie. Et 15 ans de vie réduite uniquement aux heures de travail. Il y a parfois quelques notations pour expliquer pourquoi elle n'a pas travaillé, du style en Bretagne pendant 2 semaines, où telle personne est venue me rendre visite. Mais sinon, ce ne sont que ces heures de travail. Et si vous approchez, vous verrez, c'est écrit minuscule, de manière complètement, quasiment illisible. Le temps tourne, je vais peut-être pas commenter son dernier triptyque, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être rapidement la fourrure, encore une fois, ici. Alors, ce personnage, je vous le dis parce que j'espère que je ne suis pas ressemblant, mais c'est moi, mais sous forme de gorille, parce qu'un jour, lors d'une fête, je m'étais déguisé en gorille. Marion avait un masque de gorille, ça m'avait fait beaucoup rire. Mais je pense aussi que ça l'avait touché fondamentalement, parce que c'était comme une image, là encore, de l'humain qui devient animal, de l'humain qui se couvre de fourrure. Dans le deuxième tableau, Marion s'est représentée elle-même avec moi, et puis des voisins à Chalmessin, qui étaient aussi des amis très chers, notamment la fille qui est au centre, Héloïse, qui avait 10 ans à l'époque, et qui faisait beaucoup de russe, et de piano, et de dessin avec Marion. Et puis le dernier est intéressant parce que c'est un tableau un peu scandaleux, un peu, imprévu dans le travail de Marion, qui s'appelle Mandorle. Alors la mandorle, c'est un motif d'art sacré en forme d'amande, le terme de mandorle, en forme d'amande, dans lequel souvent on loge le Christ ou la Vierge Marie ou un saint. Et Marion en a fait en fait un sexe féminin rempli de scènes orgiaques, mais peinte en un sens avec une salle. Alors c'est difficile de savoir si c'est une sorte de vision infernale ou si au contraire il y a une sorte d'humour un peu païen. Il est certain que
Elle a choisi des couleurs qui font penser un peu à la poterie grecque, à un côté primitif. Moi, c'est une ambiance qui me fait un peu penser un peu au dernier film de Pasolini, à l'époque où, pour lui, comment dire, les vieilles civilisations étaient porteuses d'une sorte de paganisme sacré, en quelque sorte. Voilà. Mais je vais finir par le dernier tableau de Marion, le dernier tableau haché de Marion, qui s'appelle Le Lac, qui a donc été achevé quelques semaines avant sa mort. Je n'ai pas précisé, mais elle s'est donné la mort. Elle a choisi de mettre fin à ses jours. C'est un tableau, là encore, d'un point de vue simplement technique, qui est à l'encre. Elle revient à cette combinaison entre l'encre et le crayon, très étrange. Donc tout ce qui est blanc, ce ne sont pas des taches blanches sur un fond noir, c'est l'inverse. Elle a rempli de noir le tableau en laissant transparaître le blanc du papier. Je le dis parce que parfois on me pose la question. C'est un tableau très énigmatique, très silencieux, très... Alors, est-ce que Marion a voulu, là aussi, réduire un peu comme ses lignes d'écriture, de manière très minimaliste, la vie, sa vie, la peinture, à des sortes d'éléments fondamentaux, le fait de voir, la main qui travaille, la chaîne qui est effectivement un élément un peu récurrent de son travail, parce qu'il y a toujours des liants, il y a toujours des algues, des filaments, il y a toujours des choses qui s'allongent dans ce tableau. En même temps, la chaîne fait penser à la prison, et il y a tous les motifs d'oppression sont aussi courent aussi en filigrane dans ces tableaux. Il faut dire aussi que Marion, très souvent, quand elle voulait représenter des images d'angoisse, représentait souvent des corps morcelés. Elle associait l'angoisse et le morcellement. Donc il y a peut-être un côté morcelé. Et d'ailleurs, un des visiteurs m'a fait une remarque très très juste et très belle, c'est que, d'une certaine manière, ici, tout ce qui est humain est morcelé. L'humain est comme éclaté, comme s'il n'arrivait pas à se recomposer une unité. Et le seul élément qui est intègre, entier, c'est l'animal. C'est ici ce renard avec ce regard très doux. C'est comme si le renard était l'endroit où l'âme et le corps trouvaient une jonction. Donc c'est peut-être ça. Auquel cas, peut-être la chaîne peut être vue comme un motif d'oppression, mais aussi comme une chaîne brisée, une sorte de libération. C'est difficile de savoir. En tout cas, c'est un tableau qui, effectivement, ne dit pas clairement tout. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a ce petit film à côté, où on voit Marion parler. Il dure 18 minutes, donc c'est un peu long. Là, vous avez à peine le temps de visiter en bas. Ça ferme à 18h30. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci. Au revoir. Merci.